Ça y est, le premier tour commence déjà à toucher à sa fin. On a le verdict d'un premier groupe, celui du groupe B, de la Suisse, du Canada, de la Bosnie et du Qatar. Les deux matchs se sont joués en même temps et on sait qui sont les qualifiés. La Suisse a terminé premier de ce groupe B devant le Canada et la Bosnie qui sont à égalité, mais le Canada a fini deuxième grâce au 6-0 collé au Qatar qui a terminé donc dernier de ce groupe. Ça y est, on va commencer à pouvoir se projeter vers les 16e de finale, les gros moments qui commencent à compter. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver. Il n'y a plus d'invités à la maison, on peut reprendre le volume habituel, qu'il soit minuit, 3h ou 6h du matin, sans aucun problème, on va pouvoir commencer ce débrief. Et voilà, vous avez deux matchs à l'écran. Je vous avoue que j'ai surtout focus sur ce Suisse-Canada, celui dont on va parler en longueur. On parlera un petit peu du Bosnie-Qatar, je l'avais en double écran, et j'ai beaucoup moins regardé que ce Suisse-Canada qui était véritablement le choc de ce groupe B, le premier face au deuxième avec une première place en jeu, et c'est la Suisse qui l'a emporté, la Suisse de Johan Manzambi qui a encore marqué, qui a encore fait parler de lui, qui a encore fait des siennes. On va évidemment en parler. Mais ouais, match intéressant entre deux équipes. Je sais même pas si on peut les considérer comme outsiders, mais en tout cas deux équipes qui ont certains atouts, que ce soit collectifs ou individuels, et qui peuvent ambitionner un huitième, un quart de finale notamment pour la Suisse, peut-être pas un petit peu plus haut, mais deux équipes qui pourraient compter sur les semaines à venir, sur les jours à venir. Je sais pas, je pense pas que ça soit deux équipes qui vont forcément sortir en 16e de finale. Parlons donc de ce match, de ce rapport de force, du match le plus attendu de ce groupe, avec le premier but qui a eu lieu dès le coup d'envoi, mais de la deuxième période. Dès le coup d'envoi de la deuxième période, ça fait 30 secondes qu'on joue, et tout de suite, on lance Johan Manzambi dans la profondeur. Manzambi centre en retrait, en tout cas vers le second poteau, pour Ruben Vargas qui est tout seul, qui va conclure ici, tac, premier poteau, frappe puissante, poteau rentrant de mémoire. Ça fait 1-0. La Suisse a enfin débloqué ce match qui n'était pas infamant sur la première période. Mais c'est vrai que ça manquait parfois un petit peu de rythme, d'intensité. Et la Suisse a un peu symbolisé ça. Son aspect, c'est pas un mauvais jeu de mots, mais la Suisse un peu trop neutre, un peu trop... Ouais, ça manquait d'intensité, de verticalité, d'attaque de la profondeur, de capacité à créer le danger. Et la Suisse en deuxième période est revenue avec d'autres intentions. Et ça s'est très 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 rapidement vu, notamment grâce à ce bonhomme. On va encore en parler, mais on est obligé. C'est ma première clé du match. Comme d'habitude, 3 clés pour débriefer, décrypter ce match-là. Et la première, c'est Manzambi, l'homme qui change tout. Johan Manzambi. On avait prévenu, on avait fait la vidéo « Ils vont naître au mondial », les pépites, les cracks à suivre. Manzambi, c'était l'évidence. Il était évidemment dedans. Et ça n'a pas manqué. Après son entrée fracassante face à la Bosnie, il a encore frappé. Cette fois, il était titulaire. Première titularisation. Et comme par hasard, il est impliqué sur tous les buts suisses. Ici, sur le but qu'on vient de voir, excellent appel, excellent déplacement dans l'intervalle, dans la profondeur, dans l'angle mort de ces deux défenseurs qui ne vont pas le voir débouler dans la profondeur. Il va résister à la charge à l'épaule. C'est aussi un gros axe fort de ce Manzambi qui est très, très, très complet athlétiquement. Résistance à la charge. Le coup d'œil, ici on ne le voit pas trop, mais le coup d'œil au niveau de la surface pour voir quel est l'état de lieu, faire l'état des lieux, scanner son environnement. Qui arrive au second poteau, Ruben Vargas. Puisque la défense du Canada, qui n'est pas un modèle de défense, très clairement, est totalement omnibulée, accaparée par Johan Manzambi, accaparée par le ballon, laisse totalement libre le côté opposé. Ruben Vargas va arriver, va pouvoir conclure. Et ici, c'est sur le premier but. Regardez ce déplacement très intéressant. Il est ici, Johan Manzambi. Il commence ici et il fait un petit déplacement à très faible intensité, mais qui va venir fixer Cornelius. Auparavant, ils sont ici. La ligne de passe, là, cette ligne de passe-là, n'est pas censée exister si Johan Manzambi ne bouge pas. Et Johan Manzambi va fixer Cornelius pour ouvrir cette ligne de passe, pour permettre à Embolo d'attaquer. Et j'ai dit que c'était le premier but, je crois. J'ai complètement pété un plomb. Il n'y a pas eu de but en première période. C'est la première grosse occasion. C'est ce qui aurait dû être le premier but. Cette occasion créée en grande partie par Johan Manzambi. Brel Embolo va totalement la gâcher. Il s'est bien rattrapé sur la suite du match, mais cette occasion, elle doit absolument finir en but quand tu es un neuf du calibre de Brel Embolo. Et malheureusement, c'est pas la première fois qu'il nous habitue à ce genre de gestes manqués. Mais ce 1 contre 1 doit finir au fond et la frappe sera très axiale, facilement arrêtée par Maxime Crépeau. Mais Johan Manzambi est dans tous les bons coups. Dans cette Suisse qui, je trouve, convient parfaitement à ses qualités.
avec cette base à 2 défenseurs plus 1, Granit Xhaka qui est là en position de quarterback, et les 2 latéraux qui ont des positions très très larges pour fixer la pression adverse, pour fixer les ailiers et pour étirer un maximum la pression adverse. La Suisse, dans sa construction basse, est très bien organisée et a perdu très très peu de ballons bas parce que tu as une bonne organisation là. Ce 2 plus 1 plus les 2 latéraux qui étirent énormément le bloc adverse, et parce qu'aussi tu as de la qualité technique avec Granit Xhaka, tu as ce meneur de jeu reculé, et avec Joan Manzambi, tu as ce meneur de jeu entre guillemets avancé, l'homme qui existe dans les espaces, dans les interlignes, et je trouve que ces 2 profils-là, les 2 leaders du milieu, Xhaka, Manzambi, ont des qualités totalement opposées et donc très complémentaires. Ça te fait et ça te rend ton milieu très 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 complet, et avec Manzambi, tu peux encore plus avoir du jeu intérieur, du jeu interligne. Ici, vous voyez Granit Xhaka a le ballon, toujours en position de quarterback. Et il y a beaucoup de monde dans ce couloir de jeu axial. Ici, 1, 2, 3, 4, 5 joueurs devant Granit Xhaka qui sont dans un couloir de jeu axial. Il y a même Manzambi qui demande le ballon, qui est cet homme qui se propose véritablement entre les lignes, qui apporte beaucoup à la Suisse. On l'avait vu face à la Bosnie, la Suisse manquait terriblement de ce profil capable d'exister entre les lignes, de déstabiliser un bloc adverse. Manzambi excelle là-dedans et c'est très complémentaire. Avec Granit Xhaka, c'est très intéressant. Et il sera aussi impliqué sur le deuxième but, Joan Manzambi. Long ballon, jeu direct vers Mbolo qui va remporter son duel. Caler le ballon, temporisé pour l'appel de qui? De Joan Manzambi qui va arriver ici dans l'espace libre. Très bonne remise de Brel Mbolo. La frappe croisée, Maxime Crépeau n'est pas irréprochable sur l'action, mais ça fait 2-0. Le sorcier Joan Manzambi a encore frappé. Il est sur une compétition absolument lunaire. C'était sa première titularisation. Il est décisif 2 fois avec ce centre pour Ruben Vargas et donc ce but en l'espace de 10 minutes après son entrée fracassante de 20 minutes face à la Bosnie. Mais malgré tout, il n'est pas suffisant pour masquer toutes les lacunes de cette équipe suisse. Et notamment dans la régularité sur 90 minutes. Je vois une vraie limite là-dessus pour nos amis suisses, l'inconstance, le frein de la constance, ce qui va peut-être t'empêcher de rêver, d'ambitionner beaucoup plus haut qu'un 8e, qu'un quart de finale. C'est cette inconstance, cette incapacité à dominer un rapport de force, en tout cas avoir un rendu assez linéaire sur 90 minutes. Première journée face au Qatar, on l'avait dit, la première mi-temps est totalement maîtrisée. La deuxième, même si ça ne se ressent pas trop dans le momentum, la Suisse manque de cette capacité à enfoncer le clou. On parlait un petit peu de l'aspect un petit peu trop neutre de la Suisse. Ça s'était ressenti sur cette J1 face au Qatar. Face à la Bosnie, c'est l'inverse. Les 60 premières minutes, même les 70 jusqu'à l'entrée de Manzambi sont assez compliquées, et après tu as ces 20 dernières minutes totalement folles. Mais sur les 2 premiers tiers du match, tu manques encore de cette capacité à créer le danger, à impacter l'adversaire, à te montrer aussi efficace. Et Manzambi change beaucoup de choses là-dessus, mais ne peut pas tout changer non plus à lui seul, et ça s'est encore ressenti aujourd'hui. La Suisse fait une première mi-temps, même en vrai 60 premières minutes, de plutôt bonne facture, même si tu vois que le Canada arrive quand même à se montrer dangereux, et par contre manque cruellement de maîtrise sur la fin du match. Et le Canada, malgré le fait que la Suisse mène 2-0, peut très largement revenir, finit même avec plus de XG que la Suisse, avec plus d'occasions, et parce que le Canada n'est pas non plus une équipe de bras cassés, très clairement. Parlons un petit peu de ce Canada qui a appliqué la recette habituelle, qui m'a plutôt plu malgré la défaite. Je ne vais pas avoir un sentiment négatif. Globalement, les 2 équipes, je ressors avec un sentiment, on va dire un 6 sur 10. Ce pas 2 équipes qui m'ont impressionné, mais c'est 2 équipes qui ont fait leur boulot, qui ont rempli le contrat, même si le Canada a perdu, n'a pas fini premier. On le verra dans la projection sur la suite de la compétition, c'est pas si gravissime. Et le Canada, dans sa recette habituelle, cette verticalité à la récupération du ballon pour trouver ici Kyle Larin qui va avoir une grosse occasion. Bel arrêt de Gregor Kobel qui a fait un vrai match dans les buts. Pas toujours ultra académique, mais très décisif. Ici, Jonathan David va écarter encore côté gauche vers Ahmed et la frappe sera trop premier poteau, surtout trop écrasée. Et Gregor Kobel va l'arrêter, mais 2 grosses positions de frappe pour le Canada. Il y a 0-0 et le Canada s'est créé 2 grosses positions de frappe. Ici, un centre, Kyle Larin est dangereux. Ici, frappe de Jonathan David, très grosse position de frappe. Et il y a un tacle héroïque de Nico Elvedi pour le sauver. Mais le Canada force trop pour que ça reste à 0 but, cette histoire. Le Canada force beaucoup et va mériter d'aller mettre ce premier but. Encore du jeu direct pour attaquer la profondeur. Et alors là, Nathan Saliba a sorti le costume. Là, c'est l'heure des artistes.
ce contrôle en extension parfait qui reste droit, qui reste devant lui, qui est absolument parfait, tu peux pas demander mieux. Et l'enchaînement avec cette passe, je sais plus s'il y a un rebond, mais il y a quasiment pas de rebond. L'enchaînement en 2 touches là, pour se réorganiser sur les appuis, garder l'équilibre et garder la justesse technique pour trouver pied gauche, Promise David dans l'espace parfait avec un dosage parfait. Ouais, l'enchaînement de Nathan Saliba sur cette situation est exceptionnel. Et c'était Hamza Ramani et François Clerc aux commentaires, ils ont crié. Je les ai accompagnés, on était 3 sur cette action. Promise David qui va fermer au second poteau, ça fait 2-1. Et le Canada est relancé, et le Canada est dangereux. Le Canada domine très clairement la Suisse à ce moment-là du match. Et le Canada, dans sa formule, j'en parlais, ce Canada Red Bull, le Canada Jesse Marsh, peut avoir des ambitions pour la suite. C'est une équipe qui est à l'image de son coach, qui a des ambitions, cette verticalité, cette faculté à vouloir récupérer le ballon dans le camp adverse, qui est peut-être même un peu trop à l'image de son coach. Je me demande si Jesse Marsh n'est pas un peu trop dogmatique avec son Canada. On l'avait vu déjà sur les 2 premiers matchs, mais Jesse Marsh a des idées, des ambitions de jeu très louables et super pour le spectacle, mais qui sont peut-être un petit peu trop ambitieuses, un petit peu trop présomptueuses, vu la qualité que tu as, vu le matériel à ta disposition. Je ne sais pas si cet effectif du Canada est en capacité d'être l'équipe très proactive qui va chercher n'importe qui dans le camp adverse sans se faire ouvrir. Et on l'avait vu, le Canada-Bosnie, c'était l'opposé. Le Canada qui a d'énormes ambitions dans le jeu, mais qui manque parfois de qualité individuelle. Et la Bosnie, qui a aussi un manque de qualité individuelle, mais qui n'a quasiment aucune ambition dans le jeu, mais qui sait ce qu'elle sait faire, qui sait ce qu'elle ne peut pas faire, qui sait aussi ce qu'elle ne sait pas faire, et qui a un plan de jeu très restrictif, mais qui reste aussi compétitif. On va en parler juste après de la Bosnie. Je pense que le Canada, curieux de voir cette équipe face à une top nation, je ne sais pas si on aura l'occasion, mais il y a moyen que le Canada se fasse ouvrir si le Canada n'est pas un petit peu plus équilibré, un petit peu plus pragmatique, dans le sens où on n'a peut-être pas non plus le meilleur effectif pour pratiquer ce football un petit peu idéaliste dans la tête de Jesse Marsh, mais en tout cas c'est top. Je préfère ce genre de coach-là, par exemple à l'approche de la Bosnie. C'est juste dans une logique compétitive, si on se projette, peut-être que le Canada sera plombé à un moment donné sur ça. Mais une équipe qui, on l'a dit, va chercher haut, avec 3 attaquants ici sur cette situation, qui sont actifs au pressing, qui veulent provoquer la perte de balle adverse très très haute. Ici, Kyle Larin qui va aller presser jusqu'à Gregor Kobel. Et puis cette équipe Red Bull très verticale à la récupération du ballon. Là, 3 secondes avant, le ballon, il est juste là. Et 3 secondes plus tard, Kyle Larin aura cette situation de frappe dans la surface. C'est une équipe, je le répète, mais Red Bull, beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité, une ligne haute, de la verticalité et une capacité à se créer des occasions en très très peu de passes, en très très peu de temps de possession aussi. Regardez, ici c'est à la mi-temps, je suis allé voir les stats à la mi-temps, 30% de possession pour le Canada. Et pourtant, en termes de danger, même si elle est XG, il y a beaucoup l'occasion de Brelem Bolo dont on parlait tout à l'heure, mais ce Canada fait mieux que rivaliser avec la Suisse, arrive à se créer du danger, arrive à être très dangereux. Et tu peux aussi dire que cette équipe est en capacité de laisser le ballon à un adversaire qui serait plus fort qu'elle et de le piquer en transition. Le Canada est une très bonne équipe de transition. Et ça sera intéressant. Vraiment curieux de voir la suite pour le Canada face à un adversaire un petit peu plus relevé. Est-ce que tu es en capacité d'être suffisamment compétitif pour rivaliser? Parce que le Canada, même après le 2-1, va continuer d'avoir des occasions. Ici, coup franc d'Eustachio, tête de Cornelius, très grosse occasion. Ça va manquer le cadre. Ici, nouveau centre, tête de Cornelius, ça va un tout petit peu manquer le cadre. Cornelius aurait pu être le héros du Canada sur la fin de match, il a pas mal de situations. Longue touche, je crois que c'est Johnston qui s'en charge. Longue touche, tête, épaule, un petit peu de Promise David. Et gros arrêt ici de Gregor Kobel qui va capter. C'est pas un arrêt très difficile, par contre le capter est très important parce qu'il y a énormément de monde qui peut être là au second ballon. Et Gregor Kobel, capital, décisif dans le temps additionnel. Ici, tête de Johnston, ballon capté, encore une fois, de la part de Gregor Kobel. Ici, reprise très peu académique de Promise David. Kobel a un peu de mal à le capter, ce ballon, et on voit que le Canada, avec Cornelius, est à l'affût, mais Kobel va réussir à le maîtriser, ce ballon, et la Suisse va s'imposer. La Suisse va finir première de ce groupe-là,
ce qui n'était pas donné. On voyait la Suisse première, mais quand tu vois la capacité du Canada pour pouvoir être assez compétitif, le Canada qui est beaucoup plombé par son nul face à la Bosnie, bah, c'était pas si évident, surtout que la Suisse, je l'attendais avec un petit peu plus de marge quand même dans ce groupe, que ça soit sur le Canada, sur la Bosnie, mais aussi dans son match face au Qatar, qui est le seul match où elle a perdu des points, mais même le 4-1 face à la Bosnie est un petit peu boursouflé, et bah, les 60 premières minutes sont très décevantes de la part de la Suisse. Ici, face au Canada, on l'a dit, il y a victoire, mais il y a vraiment un monde où le Canada va chercher son match nul. Donc ouais, le premier tour de la Suisse est pas parfait, mais bon, tu as assuré l'essentiel, tu finis premier de ton groupe. La Suisse, le Canada, pardon, qui va affronter le deuxième du groupe A, donc ce devrait être, si je ne me trompe pas, on verra de toute façon dans la réponse ce soir, mais la Corée du Sud, pendant que la Suisse va affronter un troisième. Un troisième d'un groupe assez relevé, je vais aller voir ça en direct, mais c'est le troisième du groupe E ou du groupe F, à en croire FotMob. Et le groupe E ou le groupe F, j'ai pas tout en tête, mais je sais que le groupe E est très relevé, c'est celui de l'Allemagne, de la Côte d'Ivoire, de l'Équateur. Il y a de bonnes chances que ça soit un Suisse-Équateur, soit un Suisse-Suède. Donc, ouais, sacré 16e de finale, vraiment pas un cadeau pour la Suisse. Et ce sera aussi un vrai révélateur pour les deux équipes. Ce qui est bien, c'est que c'est deux adversaires qui ne seront pas cadeaux. Et en même temps, le Canada qui finit deuxième affronter la Corée du Sud, vraisemblablement, c'est plutôt pas mal. Et la Suisse affronter un troisième. Il y a un monde où ces deux équipes peuvent aller en huitième. Et c'est un petit peu aussi ce qu'il faut retenir, je pense, de ce match. Tu vois que ce n'est pas deux équipes ultra transcendantes, ultra impressionnantes. Et ce pas deux équipes, je pense, qui seront une immense surprise de cette Coupe du Monde. Par contre, c'est des équipes qui, si elles existent encore le 4 juillet, voire le 7 pour la Suisse, je serais vraiment pas étonné. Je pense que ça doit être l'objectif, aller chercher un huitième. Et il y a un monde même où tu peux essayer, rêver d'un quart. Même si à partir des huitièmes, tu vas avoir un groupe assez... pas un groupe, un adversaire assez relevé. Ouais, c'est deux équipes qui, je pense, peuvent être dans un top 16, mais pas beaucoup plus haut. Et je pense pas qu'on puisse être aussi positif à l'égard de la Bosnie. La Bosnie, qui a quand même gagné face au Qatar, ça a souligné, c'était pas une évidence absolue, la Bosnie était favorite, a fait respecter le statut. C'est un match que j'ai moins vu, j'avais un petit œil dessus, on parlera un petit peu, on ira voir les stats, mais bon, j'ai beaucoup été impressionné par un petit bonhomme, ce monsieur-là, Kerem Alaibegovic, qui est l'un des deux gros cracks avec Bayrak Terevic, même le plus gros crack, encore au-dessus de Bayrak Terevic, je pense, Alaibegovic, et qui a frappé ici dans l'interligne, touché dos au jeu. Il a 1, 2, 3 Qatariens autour de lui, et pourtant, il va traverser une moitié de largeur du terrain pour se retrouver ici en position de frappe et envoyer un missile, un golasso dans la presque lucarne d'Abou-Nada. Ça fait 1-0 pour la Bosnie. Ce petit bonhomme est en train de se faire un nom. Les gros suiveurs de football le connaissent, mais le grand public, là, t'es sur une vitrine Coupe du Monde. Et le Bosnie-Qatar était sûrement pas le match le plus suivi, mais ce but, il va tourner. Et c'est peut-être le grand moment de la carrière d'Alaibegovic. Marquer un but en Coupe du Monde quand t'es bosnien, encore plus un but aussi beau. C'est le premier grand moment de sa carrière et je pense pas le dernier, vu le talent du bonhomme. Il a 19 ans ou 18 ans de mémoire, il est tout jeune. Ici, centre vers le second poteau, remise de Dzeko, remise contrée, Abou-Nada piégé. Et notre ami Abou-Nada, autant on avait adoré sa J1, autant les deux derniers matchs, tu vois pourquoi c'est un gardien dont on n'avait pas forcément entendu parler avant cette Coupe du Monde. Il y a des limites, pas forcément sur ce but-là, mais sur l'autre, on en parlera. Edin Dzeko est malgré lui décisif, ce centre qui finit en CSC. Le Qatar va réagir. Le Qatar, malgré tout, va réagir. Ici, centre vers le second poteau, remise d'Edmilson, et ça finit au fond, encore un CSC je sais plus qui a mis le CSC, je vais pas me dire de bêtises, mais le Qatar revient, et le Qatar peut rivaliser avec cette Bosnie qui va se mettre à l'abri seulement à la 81e minute, avec cette frappe de Mamić ou Maïch de mémoire. On ira vérifier le nom. Je vous avoue que là, à ce moment-là, j'étais surtout focus sur le Suisse-Canada, il y avait pas mal d'occasions, c'était assez chaud. Faute de main d'Abou-Nada, qui n'est pas aidé non plus par le fait que le ballon soit dévié, mais Abou-Nada, s'il avait été décisif, comme sur la J1, il y a un monde où le Qatar arrache encore un point. Et s'il avait été décisif comme face à la Suisse, le Qatar peut repartir avec son deuxième point de son histoire en Coupe du Monde. Mais ça va donc faire 3-1 pour la Bosnie,
qui s'impose. Les stats sont ici et confirment un petit peu le ressenti visuel que j'ai eu, même si c'est pas le match que j'ai le plus regardé encore une fois. Le Qatar a fait mieux que rivaliser. Le Qatar aurait pu mériter mieux. Et les 35-40 premières minutes sont vraiment dominées par la Bosnie, mais les 60 dernières minutes sont presque à l'avantage du Qatar, j'ai envie de dire. La Bosnie, en plus dans une posture d'attente, tu mènes 2-0, c'est un petit peu ce qui correspond le mieux à cette équipe bosnienne. Et non, la Bosnie arrive à se mettre en danger. C'est pas une équipe qui est en capacité de maîtriser un match. Il y a trop de limites collectives, individuelles dans cette équipe. Même si tu as des cracks, hein. Dzeko, bon, c'est pas un crack, c'est un joueur ultra référencé, mais le duo Bajraktarević, Alajbegović. On connaît aussi Kolasinac. Il n'y avait pas Muharemovic en défense, mais il est généralement là. Il était suspendu pour ce match-là. Et ouais, la Bosnie, j'ai beaucoup l'impression que c'est un troisième par défaut. Heureusement qu'il y avait le Qatar dans ce groupe pour prendre 3 points, pour finir avec 4 points. Et il y a de bonnes chances qu'on retrouve la Bosnie sur la suite de la compétition, puisque la Bosnie a fini 3e, la Bosnie a 4 points. Et 4 points, c'est censé t'assurer à 99% ta qualif pour la suite. Vous voyez qu'au classement des 3e, cette équipe est déjà première, c'est la seule qui a joué 3 matchs. Mais bon, derrière, ça risque de difficilement revenir. Si la Bosnie n'est pas au rendez-vous des 16e, c'est une catastrophe. Il faudrait un énorme concours de circonstances pour que ce soit pas le cas. Et donc, on devrait retrouver cette Bosnie en 16e. J'ai peur de ce qui va devenir de la Bosnie parce que ça sera, si j'ai bien compris, si FotMob n'a pas tort, soit l'Allemagne, soit les États-Unis. 2 top équipes, en tout cas 2 équipes très largement supérieures à la Bosnie sur tous les points. Et je pense que le mondial de la Bosnie devrait s'arrêter au plus tard le 2 juillet. Je vois pas comment cette équipe, qui a quand même été en capacité de piéger pendant 60 minutes la Suisse, de piéger le Canada, mais là on est sur des équipes, je pense, encore un cran supérieur, et je vois pas comment cette équipe peut remporter un match face à ces 2 équipes-là. Peut-être un match nul, essayer de l'emmener en prolongation, mais même sur le banc, il y a trop peu de qualité individuelle pour que ce soit impactant, tout simplement, en sortie de banc. Et ouais, on aura l'occasion d'en reparler. On fera une grosse preview des gros pronos de ces 16e de finale. Mais la Bosnie, c'est déjà très bien d'avoir fini 3e pour son retour en Coupe du Monde. Malheureusement, je crois que ce devrait s'arrêter au stade des 16e de finale, l'aventure bosnienne en Coupe du Monde. Voilà, les amis, pour ce petit débrief. Je vous pose la grosse question. Parmi ces 3-là, les 3 qui sont normalement qualifiés, on va dire que la Bosnie est qualifiée. Parmi la Suisse, le Canada, la Bosnie, qui ira le plus loin entre les 3 ? C'est le premier groupe qui s'est terminé. C'est le premier groupe qui connaît à peu près tous ses qualifiés. Et parmi ces 3 équipes relativement homogènes, pour vous, qui a le plus de chances d'aller le plus loin au vu du parcours, au vu de ce qu'elles ont montré jusqu'ici, au vu de l'adversité qui les attend sur la suite de la compétition ? Curieux d'avoir vos avis parce que j'avoue qu'entre la Suisse et le Canada, j'ai un peu de mal à faire mon choix. Comme d'habitude, je réponds à tous les commentaires. Encore merci pour le soutien, pour tous les commentaires que vous m'envoyez pendant cette Coupe du Monde. Nous, on se retrouve tout à l'heure, au petit matin, sur les coups de 6 heures, je pense, pour parler de ces 4 matchs. On aura le verdict du groupe C et du groupe A. Du groupe du Maroc, du Brésil et du groupe du Mexique. Il va y avoir plein de choses à dire, je pense. Je vais aller me faire le double écran Maroc-Haïti, Écosse-Brésil. Le match vient de commencer, les matchs viennent de commencer. GTA est en précommande. Ceux qui sont adeptes comme moi, vous pouvez peut-être aller brancher la play là tout de suite pour aller précommander. Je ferai ça dans la nuit quand il y aura un petit peu plus de temps parce que ça va être un peu la course là. Il y a un énorme enchaînement de matchs, mais on sera bien là tout à l'heure, demain matin, à 6h du matin, normalement, si tout se passe bien, pour parler de ces 4 matchs-là. Le programme des débriefs des groupes-là, avec 2 matchs en même temps à chaque fois, va être assez chargé, mais je pense qu'on gardera ce fonctionnement. Les matchs de la soirée, on les débriefe dans la foulée, et après, pour ceux qui ont une vie, qui vont dormir, vous aurez votre petit débrief du matin de tout ce qui s'est passé pendant la nuit, après les premiers matchs de la soirée. Je pense que c'est le bon fonctionnement. Et évidemment, on ajustera s'il y a des petites dingueries au cours de la nuit, mais normalement,
vous pouvez vous noter ça, on se retrouvera à ces horaires-là à chaque fois. Voilà les amis, j'espère que ce premier débrief de la J3 vous a plu. D'ailleurs, je vous ai envoyé la petite équipe type de la J2 sur Twitter. Le lien de mon Twitter est dans la description, n'hésitez pas à aller voir. On parle d'absolument tous les matchs, on tweet sur absolument tous les matchs. Comme ça, vous pouvez on peut débattre un petit peu plus facilement peut-être aussi que sur YouTube. Tout est dans la description, je vous laisse me retrouver là-bas et sinon on se retrouve tout à l'heure demain matin sur YouTube pour le débrief de ces 4 matchs. Encore merci pour la force les gars, vous êtes toujours aussi nombreux en ce début de Coupe du Monde, ça fait bien plaisir. Encore merci pour les 4100 abonnés et à tout à l'heure. Salut à tous.